Bonjour à vous et bienvenue à l'émission Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, l'équipe est accueillie par Julien Clos, propriétaire de l'entreprise Symbiose Alimentaire à Labelle. Bienvenue à Retour à la Terre. Bon matin! Bon matin, Julien! Salut Annick, bienvenue. Merci, à Labelle. merci beaucoup de nous accueillir Yes. dans ce lieu magnifique, entouré de beauté Ouais, les et asperges. d'asperges. Oui, bien sûr. C'est beau. Merci, ben oui. Là, tu tiens un champignon dans tes mains. Ben oui, ben ici, on est dans une culture d'asperges avec champignons pleurotes au sol. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire-là. Mais dis-moi, Julien, là, dans le fond, il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, comme toujours. Mais là, on est sur un site, bon, on va dire agricole, tout ça, mais ça fait un lien avec ton entreprise Symbiose Alimentaire. Symbiose Alimentaire, j'adore ce nom d'ailleurs d'entreprise parce que je vois la symbiose dans pas mal tout ce que tu fais, là. D'ailleurs, je trouve ça On travaille merveilleux. fort, là. on fait de notre mieux, là. C'est beaucoup de travail. Très beau là. succès d'entreprise. Mais Symbiose Alimentaire, c'est quoi comme entreprise? Ben, on est spécialisé en fermentation. Fait qu'on fait tu sais, du kimchi, on fait du shoyu, sauce tamari, on fait du tempeh, puis sauce piquante, etc., etc. Fait que, tu sais, la fermentation, dans le fond, c'est qu'on travaille avec les bactéries, les moisissures, les levures pour créer des produits alimentaires qui vont avoir différentes fonctions, que ce soit des probiotiques, que ce soit des protéines faciles à digérer ou des sauces très savoureuses. OK. Donc, tu joues avec la nature, finalement, le Microbiote. ce qu'on ne voit pas. Exact. Mais toi, tu les veux, ces bonnes bactéries, Oui. ou C'est de l'élevage. tu vas les développer. C'est ça, c'est de l'élevage, dans le fond. On sélectionne certains micro-organismes avec lesquels on veut travailler, puis là, on les favorise dans des environnements spécifiques, que ce soit un baril de choucroute ou un morceau de tempeh. C'est à la fois compréhensible, mais en même temps, je trouve mystique, là. Je t'écoute, je comprends parce que de plus en plus, moi, j'intègre ces aliments-là dans mon alimentation. Mais c'est pas si facile que ça à comprendre, je trouve. Du fromage, du yogourt, ça, on le comprend. Puis OK. on part du lait, puis là, du lait, on le fait cailler, puis là, de ça, après ça, des micro-organismes vont nous faire un fromage vieilli, par exemple, à pâte molle ou à pâte ferme. Oui. Parmesan va avoir différents micro-organismes que camembert. Les yogourts, même chose. Le yogourt grec, les VI, qui est un genre de yogourt plus liquide. Puis après ça, on pourrait parler de la bière, l'alcool, le vin. C'est toutes des fermentations qu'on connaît quand même bien dans notre culture européenne. Mais la culture asiatique, elle, va travailler d'autres types de fermentation. Puis c'est là que nous, on spécialise quand même dans ce type de micro-organismes-là. Donc, il y a des racines asiatiques dans les fermentations. Oui, que nous, on fait. Ouais, mettons comme le koji, qui est une moisissure qui provient du Japon, d'Asie en général, mais qui a été spécialisée au Japon. Le tempeh, qui provient plus d'Indonésie. Puis, on travaille certaines levures aussi dans le shoyu, la sauce tamari, qui sont des levures qu'on va retrouver partout sur la planète, mais qui ont été davantage travaillées au Japon. OK. Bien, on va avoir l'occasion d'aller voir plus en détail par après. On va rentrer dans tes laboratoires, dans ta cuisine. Dans les barils, dans les incubateurs. On va faire les symbioses de champignons. Ouais. On va aller te c'est le fun. scruter On de a proche. du koji aussi qui est quasiment prêt, là. Fait qu'on va pouvoir voir ça ensemble. Puis Mais là, ici, symbiose de champignons. C'est ça, c'est parce qu'ici, tu sais, dans le fond, moi, je suis un amateur d'asperges. Puis bon, tu sais, j'ai commencé en transformation alimentaire pour plusieurs raisons, là, mais la vie m'a emmené là. Mais dans le fond, c'est tranquillement, je reviens à mes amours d'agriculture. Puis dans le fond, ici, l'asperge, c'est mon légume préféré. On est dans des terres sablonneuses ici à Labelle, dans la vallée de la Rouge. Puis quand on fait du tempeh, on fait du koji, on a un résidu de pois jaune qui est dans le fond l'écale du pois que nous, les humains, on ne peut pas digérer, mais que les champignons adorent. OK. Fait que là, je me suis dit, on va faire la culture de champignons avec ce résidu-là. On va boucler les boucles parce que c'est ça, symbiose. Là. Dans le fond, c'est boucler le plus de boucles qu'on peut, générer aucun déchet. Donc là, on s'est dit, on va commencer avec le copeau de bois, avec les écales de pois pour faire du champignon. Fait que l'année passée, on a fait ça. Puis cette année, on s'est dit, tu sais, l'asperge, c'est parfait ici. Puis l'asperge, souvent, un de ses enjeux, c'est les mauvaises herbes. Dans le biologique, là, on s'entend. Parce que dans le conventionnel, c'est facile de régler la situation avec des produits chimiques. Mais là, on s'est dit, tu sais, on pourrait faire un beau couvert de paillis, copeaux de bois avec écales de pois jaunes, faire cultiver les champignons au sol des asperges. Puis les asperges vont créer aussi un ombrage pour les champignons. Fait qu'on a fait ça cette année, sur cette petite parcelle ici.
de 300 plants d'asperges. Puis là, ça a super bien fonctionné. Oui, Puis vraiment, pour une première année. On va faire une extension de ça plus bas sur le terrain. Puis ça, c'est Vincent Leblanc qui nous a fourni le beau mycélium de pleurote. Puis avec la MRC aussi des Laurentides, il y a un projet là, de valorisation des PFNL puis de recherche sur la production de PFNL. Qu'est-ce que ça veut dire? Produits forestiers non ligneux. Fait que tout ce qui a trait à la forêt puis aux productions forestières, cueillette sauvage, mais qui n'est pas du bois. Basically. Fait que champignons, plantes médicinales, fleurs, etc., etc. Fait que la MRC encourage des initiatives comme ça. Fait qu'ils ont des projets d'apport financier. Fait qu'ils nous aident à faire de la recherche là-dessus. Fait qu'on a toutes des données là, sur la cueillette, sur la météo, sur la recette, sur toutes les observations qu'on a eues durant l'été. Puis ça, ben après ça, c'est partagé à l'ensemble de la population qui veut faire champignons. Des projets. Ouais. Tu as mentionné Vincent Leblanc. Ouais. C'est Vincent Leblanc de Violons et champignons. Advenant que vous n'ayriez pas vu cette émission-là, sachez que sur le site de tvcl.ca, on va avoir une émission dédiée à Vincent Leblanc, qui fait de la culture de champignons. Et donc, on peut acheter ce mycélium-là, comme Julien le fait, intégrer la variété qu'on souhaite finalement avoir dans notre potager. Toi, en l'occurrence, tu as dit que c'était la pleurote. Oui, la pleurote de l'orme. Donc là, finalement, tu as ajouté à ton sol, comme tu dis, au travers de tes asperges, ton mycélium, puis au travers de ton copeau de bois, ton champignon pousse. Puis là, tu fais juste des récoltes depuis... Des récoltes. Tu sais, ici, là, on a à peu près 20 pieds par 40 pieds, environ 50 pieds. On a récolté l'équivalent de 350 kilos de pleurote. Wow! Depuis le mois de début juillet. C'est productif. Ouais. Puis, on aurait pu continuer, là, mais à un moment donné, c'est juste... On a d'autres choses aussi dans les récoltes à faire. Là. Mais oui, c'est super productif. Vraiment. Mais le pois jaune, là, les écales de pois jaune, là, c'est très riche là, pour les champignons puis, aussi. Puis ça, c'est merveilleux parce que, comme tu as dit, pas de gaspillage. Donc, tu avais un résidu suite à ta transformation de pois jaune pour tes produits. Tu t'es dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis tu l'as intégré ici comme source de matière organique, finalement. Exactement. Donc, encore une fois, il y a une symbiose, mais ça recoupe, entre autres, le lien de la permaculture qui fait partie des valeurs de ton entreprise. Oui, hein? ben exact. Ben c'est ça, dans le fond, tu sais, moi, je proviens quand même d'un univers où est-ce que j'étais un peu en réaction face à notre culture occidentale puis la manière qu'on répond à nos besoins. Parce qu'ultimement, qu'on soit partout sur la planète, on a une culture humaine. Puis cette culture-là, c'est la manière de répondre à nos besoins. Fait que si notre manière de répondre à nos besoins, c'est détruire les opportunités pour les autres espèces à répondre à leurs besoins, ça ne marche pas. Fait que la permaculture, c'est comment répondre aux besoins humains en favorisant la vie, la biodiversité, bon, etc., etc. Puis de ces réflexions-là, ben, j'ai fait mon chemin dans la fermentation, avec Aliments Masawipi, avec le kimchi, etc., tout en ayant vraiment un pied bien ancré sur le terroir, les producteurs, l'agriculture. Puis, dans le fond, c'est que pour réussir financièrement aussi, c'est très difficile d'y aller, de dire « OK, je vais faire du légume, puis après ça, je vais faire de la transformation. » Souvent, tu es épuisé à faire ton légume. Oui. C'est dur financièrement. Parce que nous, de base, avec le kimchi, avec tout ça, ben, ça m'a amené à avoir une entreprise qui commence à avoir une certaine flexibilité là-dessus, puis dire « OK, là, on peut prendre des surplus, puis investir dans la terre, puis se donner cette résilience-là. » Fait que c'est ça, autant comme... Jardin sans pépins, ben, on leur donne une belle valeur sur les choux qu'ils nous produisent, plutôt que faire une pression sur le producteur. Bien, au même titre qu'on peut dire, OK, nous, on peut se lancer dans l'asperge puis le champignon. T'sais. Donc, Jardin sans pépins, c'est un de tes, on va dire, collaborateurs. Oui, c'est le fournisseur principal à Mont-Tremblant. Le kimchi, on le fait dans plusieurs régions du Québec. Dans chaque région, on a des producteurs collaborateurs avec qui on fait affaire. Qui ont des approches de sol vivant, des approches intégrées style permaculture ou d'agriculture régénérative, finalement. Ce qui te permet, toi, d'utiliser des produits locaux, sains, écologiques, encourager une entreprise de la région et intégrer dans finalement, tes recettes des produits qui sont vraiment écologiques aussi, puis environnementaux. Pas juste biologiques parce qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques, mais régénératifs parce qu'ils prennent soin de la vie du sol, qu'ils prennent soin de la biodiversité, puis qui ont un impact, dans le fond, significatif sur la communauté. Là. Et d'ailleurs, je veux mentionner, parce que je le sais, tu donnes un meilleur prix aux producteurs que ce qu'il y aurait sur le marché. Ouais. Plus que le double. Donc, par exemple, un chou, combien qu'il y aurait, mettons, le producteur? Un chou en volume, je pourrais l'acheter à 45 cents la livre, 47 cents la livre bio.
en volume. Puis tandis que là, moi, je donne 1,10 la livre. Jusqu'à 1,10 la livre, dépendamment de où est-ce que le producteur se situe dans notre spectre de valeur écologique. Oui. Donc, ce qui fait qu'au final, toi, tu as comme une portée, si tu veux, ton geste est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de sens, si tu veux, au La travers personne qui de achète tout, le pot de choucroute, là, Symbiose, ben, il sait qu'il y a une, il sait qu'il y a une redistribution de la valeur. valeur. Ouais. Bien, Julien, bravo, premièrement. Merci beaucoup. Mm-hmm. Et donc, je t'amène avec moi. On s'en va dans tes laboratoires et on va aller voir. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui mijote? Oh yes. Bienvenue dans l'espace de travail de Julien. Merci d'être là. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, là, mais on est à Labelle et on est dans des bâtiments qui sont pas très conventionnels, on va dire. Explique-nous ça. Bien, ici, dans le fond, nous autres, on a rentré une roulotte de chantier. Une roulotte de chantier, c'est ce qu'on voit souvent sur les chantiers de construction. Oui. Il y a 3-4 ans de ça. Puis, tu sais, à l'époque, bon, c'était pas conforme à la ville. Même chose pour le conteneur maritime qu'on a annexé. Fait que, tu sais, depuis le début de notre aventure, on est comme un peu... tu sais, on est toléré, mais on n'a pas de support. On est comme dans une zone grise. Puis là, ben, avec le nouveau conseil municipal, avec les dernières élections municipales, on travaille beaucoup. On a beaucoup travaillé à faire avancer notre cause, de dire, écoutez, là, l'alimentation, c'est difficile de faire sa place en alimentaire au Québec. Puis les locaux commerciaux sont vraiment trop chers. Ici, en région, il manque de locaux en plus. Fait qu'il faudrait, si la ville veut avoir de la jeunesse qui se pointe, ben, il faut changer les règlements, il faut tolérer ou en tout cas encadrer l'usage de bâtiments atypiques, un peu comme ce qu'on a ici, pour pouvoir encourager une relève, parce que c'est pas vrai qu'on va commencer une start-up en région en louant un local commercial à 1500 $ par mois. Là, ça marche pas. Mm-hmm. Ouais. Donc, la Ville a finalement décidé, comme tu dis, avec le nouveau conseil. Tu t'es impliqué aussi? Oui, ben moi, je suis impliqué de plusieurs façons ici à Labelle. Là, puis je pousse beaucoup la mission de la souveraineté alimentaire, puis comment. Qu'ici, on est dans un espace incroyable, là, la vallée de la Rouge, pour faire de la culture, puis être autonome au niveau de l'alimentation. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Puis c'est ça, ben, la MRC des Laurentides, ils ont tout un volet vraiment pour stimuler le secteur bioalimentaire. Puis ici, à Labelle, il y a un fonds qui aide les jeunes entrepreneurs quand ils s'établissent à avoir des subventions, puis une aide. Sauf que pour avoir accès à cette aide-là, il faut être conforme à l'urbanisme. Donc, c'est tout ça, nous autres, notre espèce d'aventure, finalement. C'était d'arriver à, malgré le fait qu'on a des installations de gestion d'eau grise qui sont hors normes habituellement dans d'autres villes, malgré le fait qu'on a un conteneur, etc., il y a plein de choses qui étaient comme dans une zone grise, mais on est arrivé, bon, nous, notre cas est clair maintenant, là, ça fonctionne, on a accès à notre financement et tout ça. Mais pour les prochains qui veulent venir, ben maintenant, l'usage des conteneurs et des roulottes de chantier à vocation alimentaire artisanale est permis sur le territoire dans certaines zones. Ça ne le sont pas, mais dans la majorité des zones le sont. Et c'est encadré par un règlement qui est vraiment le fun. Fait que ça, c'est une belle victoire qu'on a réussi à faire. À Labelle. Ouais. Bon, puis dans cet espace de travail-là, tu as organisé, toi, tes outils. Ouais. Pour créer tes produits de lacto-fermentation. Oui, bien c'est ça. Mais dans le fond, on travaille, nous, oui, les lacto-fermentations. Tu sais, lacto veut dire acide lactique, veut dire fermentation lactique avec le chou, les carottes, le daikon, le kimchi, la choucroute, les cornichons. Ces choses-là, c'est des lactos. Oui. On travaille avec les bactéries. Tandis qu'ici, c'est surtout les moisissures. OK. Donc, toutes les fermentations, finalement, ne sont pas que des lacto-fermentations, ce que tu me dis. Exact. OK. Donc, j'aurais dû dire, par exemple, tu fais tes transformations de fermentation. Oui. Puis là, différents groupes. Puis là, ben, dans les fermentations, il y a différents règnes de micro-organismes avec qui on travaille. Fait qu'ici, c'est surtout les moisissures. Fait que le koji, le tempeh, on fait nos mises en pot de choucroute. On a des hydrateurs, on a plusieurs choses qui roulent. Là. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. C'est notre espace aussi d'innovation. Et donc, qu'est-ce que ça prend, par exemple, parce que là, tu as parlé de moisissures, ça me fait toujours un peu rire. Là, toi, tu travailles avec les bonnes moisissures. Moisissures nobles. Nobles. Donc, dans les produits que tu as, il y a entre autres le tempeh qui est fabriqué à partir de pois jaunes. Exact. C'est particulier, ça, hein, parce que... En général, le tempeh est fait à base de soya.
Oui. Même chose, mettons le miso, la sauce tamari, souvent le soya est impliqué partout. Nous, on est sans soya sur toute la ligne de nos produits. Puis notre tempeh de pois jaune est particulier aussi parce qu'on utilise une souche de moisissure qui est plus difficile à maîtriser, mais qui va donner un goût plus sucré, plus léger, plus facile à apprêter, là. Ce qui fait en sorte que notre tempeh se démarque beaucoup sur le marché. Puis aussi, ben, non seulement on est avec le pois jaune, mais on est aussi en presque zéro déchet dans le sens que en ce moment, on réutilise nos sacs d'incubation. Dans l'industrie, le tempeh est fait dans des sacs à usage unique qui va être jeté. C'est souvent 2 emballages par bloc de tempeh, tandis que nous, on peut faire des gros morceaux de tempeh qu'on vient couper ensuite puis qu'on récupère nos sacs. Bientôt, on va être dans des pellicules de silicone alimentaire comme ça. On a commencé nos tests, là. On vient juste de terminer des... micro-perforés. Oui, exact. Ouais. C'est des petites perforations qui nous permettent, dans le fond, à la moisissure de respirer. Fait que on est pas loin du but, là. Ça fait 3 ans que le modèle il est titre, mais là, on est en train de finir d'implanter ça. Fait que bientôt, ça va être 100% zéro déchet et sans plastique au niveau de la fermentation du tempeh. Toujours, encore une fois, bravo. Merci. C'est quoi le chemin que parcourt, on va dire, le pois avant ben, d'être transformé le pois, chez toi? Il part de Rimouski, qui est dans une type d'agriculture régénérative là, par la ferme Genel. Dans le fond, eux, ils vont faire un semi-direct de plusieurs herbacées dans le même champ. Fait qu'on est vraiment dans un écosystème. Fait qu'imagine comme t'as 600 acres de pois, mais t'as de l'orge à travers, tu vas avoir des couvre-sols à travers. Fait que c'est vraiment une micro-forêt d'herbacées sur 600 acres pour favoriser la vie du sol. Puis avoir plusieurs récoltes. Fait que là, eux autres, ils vont battre le grain tout en même temps. Le pois, l'orge, la luzerne, etc. Puis ça va être séparé. C'est séparé au crible, c'est des technologies ancestrales. Ensuite de ça, on reçoit ça ici. Là, on va faire notre conditionnement dans la salle de grain. Et là, quand ça rentre ici, là, on est en mode trempage. Tu sais, koji, tempeh, c'est pas mal similaire à ce qu'on a à faire comme traitement, là, mais trempage. Ensuite, après le trempage, il y a un bon rinçage. On fait une pré-cuisson. Fait que c'est pas une cuisson où est-ce que le pois va être mou comme une soupe au pois. Oui. C'est une cuisson qui va être... C'est bizarre, j'étais sûr qu'il était fermé. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, parfait. Donc c'est une cuisson qui va permettre, dans le fond, à la légumineuse d'être encore ferme sur nos doigts, tu sais, mais que quand tu le goûtes, ça goûte pas le pois cru. Tu comprends? Donc, c'est plus aussi ferme qu'un pois cru, comme tu dis, mais c'est pas mou comme une soupe au pois. C'est ça. Fait que tu veux plus qu'il y ait le goût du pois cru. Tu sais, un pois cru, là, c'est comme... Mais quand il n'y a plus ce goût-là, mais qui est encore ferme, c'est là qu'on arrête la cuisson. On draine. Et ensuite, ben, tu sais, nous, on a modifié un mélangeur à béton. Dans le fond, c'est un mélangeur à béton qui est une peinture alimentaire qu'on utilise pour faire sécher et refroidir nos pois après la pré-cuisson. Fait que là, on draine, on met ça dans notre mélangeur. Lui, il part. Puis là, ben, la steam fait sécher. Puis, ça ramène à une température autour de 40 Celsius. À 40 Celsius, on peut inoculer. Donc là, on vient mettre les spores de nos moisissures là-dedans. Puis là, une fois que ça, c'est fait, on met ça en fermentation. Et juste pour préciser, dans le fond, tu dis inoculer. Toi, c'est que tu as une souche de spores que tu cultives. On a plusieurs sources de spores. Et tu t'entreposes ça, j'imagine, dans une chambre froide ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc, au moment de mettre le tempeh, vous mettez ça en bloc, hein? Oui, exact. C'est-tu là que vous incorporez le... Non, l'inoculum, il vient au moment du séchage. Du séchage. Ouais, comme ça, tout ça se mélange bien. Ça se mélange. Puis ensuite de ça, il y a la prochaine étape. C'est ça. Le tempeh, lui, pour le moment, il est mis en sac, qui va être réutilisé. Le koji, lui, on va le voir, c'est dans des grands plateaux ouverts, avec un bon taux d'humidité dans la pièce. Et puis, éventuellement, le tempeh va être fait de manière similaire à ça. OK. Je pense que ça serait quand même important d'expliquer aux gens c'est quoi du tempeh puis c'est quoi du koji. Parce que là, on en parle dans le processus, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est 2 cousins, là. OK? Le tempeh, c'est une souche de moisissure Rhizopus, puis le koji, c'est Aspergillus. Fait que c'est deux familles différentes, mais sont cousins. Puis les deux, dans le fond, ce qu'ils ont comme particularité, c'est la facilité à digérer la matière protéinique. OK? Fait que le koji va être souvent employé pour faire ressortir les goûts d'une légumineuse. Fait que dans le cas, par exemple, d'un produit comme le saké, qui est un alcool à base de riz, bien, le koji, lui, va digérer l'amidon
du riz, puis il va faire ressortir les sucres, puis ensuite les levures vont transformer les sucres en alcool. Puis cette particularité du koji à faire ressortir les sucres d'une manière spécifique va donner un goût particulier à l'alcool de riz, qui est le saké. Même chose pour le miso, qui est une pâte fermentée dans laquelle on va faire des bouillons. On va faire des bouillons avec ça, des sauces, etc. Oui. Mais le miso, c'est une fermentation de légumineuse avec le koji. Puis cette légumineuse-là, qui est une espèce de grosse chaîne complexe de saveurs, elle est simplifiée en un goût on peut reconnaître. Puis à travers ça, à travers ce goût-là, il y a plein de propriétés santé qui sont présentes dans le miso. Donc, le koji, c'est un peu un allié pour transformer la matière en quelque chose de vraiment savoureux puis bon pour la santé. Puis c'est un champignon qui est finalement un allié en cuisine. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est que le koji, il ne faut pas imaginer ça comme étant un produit. Ben oui, tu peux manger. Élément. En fait, c'est ça. Le koji, tu peux le manger. Ça goûte les champignons. Tu peux le cuisiner dans la poêle. Tu peux l'apprêter de plein de manières. Même que maintenant, il y a des entreprises qui vont utiliser le koji juste lui pour en faire du salami. Il n'y a pas de légumineuses, il n'y a pas de grains. C'est capoté. Donc, c'est quelque chose de plus mystique, on va dire, le koji, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent découler du koji. Plusieurs produits cascades. Tandis que le tempeh, on peut faire la même chose. Tu sais, on fait un tempizo, là, qui est comme un miso à base de tempeh au lieu d'utiliser le koji. Mais le tempeh, souvent, il va être employé comme une protéine de base. Une alternative, un substitut de protéines, riche en protéines. Donc là, c'est facile à mariner, faire sauter, frire, faire des tacos, tout ce qu'on veut avec ça. C'est comme un tofu, mais plus facile à digérer parce que la moisissure, elle, ce qu'elle fait, c'est pré-digérer la protéine pour nous. OK. Fait qu'au lieu de manger une grosse chaîne de protéines, on mange des acides aminés facilement biodisponibles. D'accord. Puis on aura l'occasion de voir un peu tes produits aussi là, par après. Oui. J'aimerais que tu nous expliques vite, là, qu'est-ce qu'on voit en arrière de nous ici? Donc ici, on a notre espace de production. Ça part des installations de liquide et tout ça vers la cuisson et les incubations au fond. Comme là, incubation, finalement. Incubation au fond, puis on a un surgélateur aussi pour faire surgeler le tempeh. Quand le tempeh est prêt, on le met en surgélation. La surgélation, ça congèle rapidement avec une ventilation. Fait qu'il y a une belle qualité de congélation. Puis après ça, ça s'en va dans le conteneur où est-ce qu'on a une chambre congèle. Oui. Puis d'autres produits chambre froide. C'est ça. Fait que le stockage est à l'extérieur dans le conteneur, séparé. Puis à l'intérieur, ici, on est dans la production. Donc ici, il fait chaud. On a besoin de multiplier les organismes. C'est ça. Merci. Voilà. On va aller voir les produits. C'est bon. On est entouré de belles couleurs, on est entouré de bons produits. J'ai envie de toutes les découvrir. Ah ouais, hein? Dans le fond, ici, dans le fond, comme je disais tantôt, on travaille les bactéries, on travaille les moisissures. Ce qu'on voit ici en avant-plan, là, c'est des lactofermentations. Fait que les sauces piquantes, par exemple, qu'on fait, c'est des sauces qui sont lactofermentées. Il n'y a pas de vinaigre ajouté. C'est vraiment le travail des bactéries lactiques qui donne l'acidité, qui permet la conservation. Puis ça donne vraiment une saveur particulière à la sauce qui fait en sorte qu'il n'y a pas le vinaigre qui vient couper le goût du poivronné, du piment. C'est vraiment des sauces qui sont savoureuses. Ils ont chacune leur personnalité avec des produits boréales, comme la verte, par exemple, c'est jalapeno mérique baumier. Fait que le côté poivré du mérique baumier. Wow. La clavalière, elle, c'est un mélange de piment rouge, cayenne, espelette, paprika, avec le clavalier d'Amérique, qui est le cousin du poivre de Sichuan. Fait que c'est un petit côté zesté, pamplemousse, poivré qu'on vient ajouter à la sauce. C'est super le fun. Ça se trouve où, ça, du clavalier? Nous, on est cueilleurs de clavalier. On a des belles talles qu'on prend soin de cette plante-là. Et on a implanté au Jardin sans pépins aussi. Oh, wow! Ça se trouve dans le sud du Québec. La Haji, c'est petit piment jaune avec le yuzu. C'est un citron japonais, mais il pousse à Laval dans les serres. Tu sais, dans le fond, tous nos produits sont 100% locaux, là, sauf le sel qu'on importe. Ouais. Bientôt du sel du Saint-Laurent. Mais... Donc, Haji, c'est le nom du piment. C'est le nom du piment, puis yuzu, c'est le nom du citron. Ouais. Qui pousse à la base. Puis l'argousse, c'est de l'habanero avec l'argousier, la petite baie orange là, qui goûte l'orange. Super bonne avec l'habanero, là, ça fait vraiment fruité, style taco mexicain, super bonne. Je salue entre autres tes étiquettes. Oui. Elles sont, non seulement elles sont belles,
Mais en plus, elles sont lavables. On peut laver les pots, puis l'étiquette, elle va pas... Et on reprend les pots, Oui. puis on continue avec ça en consignation. Ensuite, ben lacto style choucroute. Bon, on a 3 choucroutes différentes. Oh. La choucroute rouge, chou rouge, bel génévrier. Génévrier de la vallée d'Outaouais. Faut dire que le génévrier québécois, c'est le meilleur sur la planète. La majorité du temps, il est exporté au Royaume-Uni pour faire le gin. Mais maintenant, on a un beau marché local, fait que ça se développe bien. Ici, choucroute aux algues, de la Gaspésie, Varec Forest et Océan de Saveur, c'est nos fournisseurs d'algues cueillis à la main. Donc, un petit peu plus salé, peut-être? Non, taux de sel similaire parce qu'on descend le taux de sel dans le chou. OK. Mais petite saveur marine, là, herbe marine, vraiment bonne. Et celle-là? L'épinette, ça c'est notre classique choucroute boréale. Oui, fait qu'on vient ajouter à la fin de la fermentation, comme dans un macérat de choucroute, les petites pousses d'épinettes de printemps avec des aiguilles qui ont été blendées. Fait qu'il y a un côté camphré, citronné qui ressort. Super bon, c'est vraiment la choucroute classique, là. Avec une viande ou même du poisson. Ouais, vraiment, n'importe quoi. Les salades, c'est une passe partout, celle-là. Tu sais, la rouge va être plus pour les salades vertes, là, va être super bonne pour ça, puis rafraîchissante. T'as pas besoin de vinaigrette pour celle-là. Puis le kimchi doré, ben ça, c'est qu'est-ce qui a été à l'origine de tout notre projet, là. Tu sais, c'est un kimchi gingembré, rafraîchissant, croquant, passe partout, que n'importe qui aime pas le kimchi en général ou presque va aimer ça. À moins de pas aimer le vinaigré, là, vous allez aimer le kimchi doré. Puis c'est grâce à lui que là, les célébrations du kimchi, puis l'engouement de la fermentation dans ma vie, puis tranquillement, ben la demande fait en sorte que tu sais, on va prendre soin de ça, puis on va aller de l'avant. Fait que c'est notre cheval de Troie. Celui, c'est le premier qui était sur le marché. Advenant que vous ayez pas vu cette émission-là, également, c'est sur la célébration de kimchi. C'est un événement que Julien organise pendant une semaine avec des bénévoles, mais qui repartent avec des produits. Ouais, c'est un échange. C'est un échange de jus de bras contre du jus de kimchi. Ouais, c'est communautaire, c'est social, c'est local. Vous apprenez comment faire la lactofermentation, vous rencontrez des gens magnifiques, vous allez au jardin, il y a comme toute une belle économie sociale dans le fond. On a fait une émission dédiée à la célébration de kimchi que vous allez pouvoir voir. Et bien entendu, si ça vous intéresse, ben on peut se porter volontaire pour l'année prochaine. Hein, exact, à chaque automne, dans 5 régions du Québec. Puis ensuite, ben là, derrière ici, je peux parler vite fait des kimchi. Dans le fond, tu sais, des fois ça arrive là, des retours de produits parce qu'il y a une deuxième fermentation dans le pot, etc., etc. Puis on fait de la pâte avec ça, on mélange ça avec les graines de lin, ça nous fait des petits craquelins, vraiment le fun. À souhait. Fait qu'il n'y a pas de perte dans notre boucle de production. Craquelin encore une fois. Puis bien sûr, ben le tempeh. Tempeh de pois jaune, 15% de protéines, facile à digérer, facile à cuisiner, que ce soit mariné, sauté, grillé. Ici au village, il y a un bonhomme, Monsieur Dumontier, lui, il le met dans le toaster. Ah oui? Il fait griller dans le toaster, ça marche bien. Plein de façons de l'apprêter, là. Je l'ai adapté, moi, au pokéball, entre autres, en remplacement du poisson, en sauté aussi, mais je me dis que ça pourrait même être intéressant en remplacement d'une boulette dans un hamburger. Oui. Ben, le casse-croûte à la Belle Étoile, à Brébeuf, ils font ça. Ils font le burger tempeh avec ça. Vous pouvez même faire, si vous êtes genre à faire fish and chips à la maison, là, avec une petite panure panko ou quoi que ce soit, le tempeh se prête très bien à ça. Faire des pogo. Je fais beaucoup de ça à la maison, là, frit, là, dans une panure. C'est super bon avec une petite mayonnaise épicée. Donc, c'est ça, le tempeh. Puis on fait le tempeh de pois jaune, mais on a aussi pois jaune et tournesol. On va sortir l'année prochaine le sarrasin. 100% sarrasin, lui, il est plus chewy, d'autres textures. Donc, c'est ça. Ici, on s'amuse. Puis, la sauce de poisson, dans le fond, on parlait du koji tout à l'heure. Ben, le koji est impliqué dans la sauce poisson, puis va être impliqué aussi dans notre sauce tamari. Qui va sortir au printemps prochain. On a bien hâte. On pourrait faire 3 épisodes de Retour à la Terre avec toi, Julien. Non seulement très intéressant, mais très motivant, je trouve. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Ça fait vraiment plaisir. Puis, on va découvrir tes produits, hein. On va le faire. Moi, je le fais en tout cas. J'aime beaucoup ça. C'est bon pour la santé. Ouais, parce qu'ultimement, on parle de saveur, on parle de terroir, on parle d'écologie, mais au bout du compte, ce qu'on a besoin, c'est de prendre soin de nous. Voilà. Et tu y contribues grandement. Merci. Merci, Julien. Plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci également à Julien de nous avoir accueillis chez Symbiose Alimentaire. Mon nom est Annick Gauthier.
Je vous invite à continuer de nous suivre pour les prochaines émissions de Retour à la Terre sur le site de la tvcl.ca. Au plaisir!